Bienvenue dans l'hebdo de François, en partenariat avec Beurre FM et Africa numéro 1. Bienvenue aussi à nos éditorialistes, qui sont tous là, à l'exception de Francis Laloupeau, qui nous a fait faux bon cette semaine, mais c'est pour la bonne cause. Il se trouve en Afrique en mission à Ouagadougou, et c'est Wallace Cotra qui a accepté de le remplacer. Bonjour Wallace. Salut Jean-Marc. Et de l'autre côté, Nadir Djedad de Beurre FM, toujours avec nous. Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. Dominique Volton, le chercheur du CNRS, qui est arrivé à l'heure. Merci Dominique. Et enfin, Éric Zemmour, journaliste que l'on connaît bien. Bonjour Éric. Bonjour. Alors, n'oubliez pas, si vous voulez nous faire vos remarques, vous avez toujours une adresse, c'est toujours la même, l'adresse mail qui va s'afficher sur votre écran, hebdofranço@rfo.fr, hebdofranço@rfo.fr. Voilà. Avant de commencer l'émission, on voulait envoyer un message de sympathie, un message de solidarité au nom de toute l'équipe de l'Hebdo et au nom même de François à nos amis antillais et notamment à nos amis martiniquais qui viennent de voir une catastrophe terrible avec ce séisme d'une magnitude de 7,4 sur l'échelle de Richter qui a fait beaucoup de dégâts, qui a fait un mort, qui a fait 2 blessés. Alors voilà, on va pas en dire plus aujourd'hui, mais on pense à vous, hein. Voilà, sans transition, on va aborder le premier problème de l'actualité cette semaine. Évidemment, une étincelle a suffi et le feu a pris à Villiers-le-Bel. Et on se pose un peu la question, au-delà de tout ce qui a pu être dit dans l'actualité, comme si tout le monde s'habituait à ce genre de situation. Ou est-ce que ça va chauffer, péter, pour reprendre certaines expressions, la prochaine fois? Est-ce que finalement on n'assiste pas à une situation où médias, hommes politiques, gouvernements, institutions finissent par tous accepter cette espèce de banalisation d'explosion sporadique, Dominique Volton? Je ne crois pas, non. Je crois que non. Je pense pas qu'on accepte. Sincèrement, c'est une angoisse lourde, si vous voulez, parce que la violence à ce niveau-là traduit un profond malaise de notre société, quoi. Il n'y a pas de mystère. Si vous voulez, un accident, bon, c'est grave, en plus il y a deux jeunes qui sont morts, mais surtout la violence qu'il y a derrière, c'est pas de la manipulation, c'est pas des groupes terroristes, enfin faut sortir de cette vision complètement policière de l'histoire. Quand c'est aussi violent que ça veut dire que c'est la pointe visible d'un iceberg qui est vraiment, depuis des années, non traité et qui est accéléré par le fait que vous avez pas d'ascenseur social, pas d'intégration, du chômage, une information qui permet à tous ces gosses et à tous ces milieux dans ces univers de bien voir la logique de ghettoisation. Donc il y a un phénomène. Dans la France, n'a pas le monopole. Dans la France, n'a pas le monopole, mais dans un pays qui a particulièrement essayé de jouer l'intégration, l'ascension sociale pendant 30 à 40 ans, là, ça prend une violence particulière. Et j'ai envie de dire, c'est grave autant pour la droite que pour la gauche. Et le silence, quand même, en dehors d'un simple discours policier de l'ensemble des forces sociales, syndicales, est grave là-dessus, parce que si vous voulez, c'est franchement... Laisse un vide. Voilà. Éric Zemmour, notre président, a expliqué qu'à force de vouloir expliquer l'inexplicable, on excusait l'inexcusable, et qu'on parlait de voyoucratie. Vous partagez le point de vue de notre président là-dessus? Oui, je partage ce point de vue. Je ne dis pas d'ailleurs qu'il n'y a pas évidemment une crise sociale, économique, 40% de chômage serait ridicule. Dans ces quartiers, je veux dire. Je serais ridicule de dire qu'il n'y a pas. Évidemment, je serais ridicule de dire qu'il n'y a pas de crise sociale là-dedans, mais il n'y a pas seulement une crise sociale. On pourrait énumérer. Il y a une crise identitaire avec des gens qui mythifient le bled et qui haïssent la France, avec une crise linguistique. Je trouve qu'une sémantique tellement pauvre qui ne peut déboucher souvent que sur la violence, et d'ailleurs qui est partagée en dehors des banlieues dans toute une génération. Mais je pense que il y a 2 problèmes. Il y a une crise sociale, je suis d'accord, et même au-delà, mais il y a aussi... une crise morale. Hein. Absolument, c'est ce que j'ai voulu dire. Et il y a aussi des gens qui tirent sur des policiers avec des fusils de chasse, qui prennent donc les policiers pour des faisans, pour des gibiers. Je pense que là, on a atteint un niveau jamais vu. Il y a, lors des émeutes de 2005, il n'y avait pas ce genre d'opération. C'est la suite d'opérations. La violence monte d'un cran à chaque fois. À chaque fois. Et c'est la suite. Il y a eu déjà des guet-apens tendus aux policiers, aux Tarterets, à Marseille, etc. Et je dis d'avance, parce qu'on va me dire c'est les relations entre les policiers et les jeunes. Je trouve ça dérisoire. D'abord, il n'y a pas à avoir de relation entre les policiers et les jeunes. Ils ne sont pas sur le même plan. Non, ils ne sont pas sur le même plan. Et deuxièmement, ils n'attaquent pas que les policiers. Ils attaquent aussi les pompiers. Donc il y a des relations aussi entre les pompiers et les jeunes. On vous laisse conclure et on donne la parole à Nadir Djedad. Est-ce qu'on peut parler de voyoucratie? Ça veut dire quoi? C'est le terme qui a été employé. On va y revenir. Moi, d'après moi, on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est au-delà des voyous, je pense. Attends, parce que moi, je pense une dernière chose.
Max Weber, quand j'étais jeune, je lisais Max Weber. C'est 1920, et il avait... Max Weber, hein. Oui. C'est 1920. Oui, C'est un univers 1920. mental, social, historique. Ah oui. Laissons Donc, Éric Zemmour terminer sa phrase. le monopole de la violence légitime, ça n'existe plus. Si je comprends bien, aujourd'hui, on a le droit de canarder des représentants de l'État et l'État ne réplique pas. C'est-à-dire, je pense que aujourd'hui, on est complètement dans un système inversé où c'est l'État et ses représentants qui sont les Qui cibles, subissent la violence. qui subissent le monopole de la violence illégitime. Et ils n'ont plus le monopole de la violence légitime. Alors. Je pense que ça s'arrête. Je vais vous dire, moi je pense que ça finira très mal. Je pense que la prochaine fois, il y aura des policiers morts et qu'il y aura donc une réplique Bon, et que alors, ça va s'enchaîner. sans- C'est une logique implacable. Alors, sans aborder ce catastrophisme. 80 blessés. Oui. D'accord, mais 80, l'histoire n'est pas on va y écrite revenir, s'il d'avance. vous plaît. Nadir Djenad demandait la parole. Alors, effectivement, donc tirer sur des policiers, c'est quelque chose de très grave. Hein. Tout le monde en convient ici, mais quand même, il faut dire qu'il n'y a que des émeutes que lorsqu'il y a mort de jeunes, lorsqu'il y a la mort d'un jeune. Personne ne les a C'était le tués. cas. C'était le cas en 2005. On Non, verra. on n'a pas dit que Personne ne les a tués, c'était mais le cas ils en sont morts. 2005 avec la mort des deux jeunes Il y a des Yéménites. centaines Il y a de morts sur toujours les accidents de la route. Attendez. Et il y a aussi Il y a toujours une raison à l'explosion. 1990 à Vaux-en-Velin notamment. Les morts de la route n'ont aucun rapport avec les morts qui Si, sont c'est la liés. même chose, c'est un accident de moto. S'il vous plaît, terminé. s'il vous plaît, Oui, on cesse, d'accord. cessez ce dialogue trop rapide. Pardon. Personne ne pourra vous écouter, excusez-moi. personne ne vous entendra. On va donner la parole à Nadir, qui était en train d'expliquer qu'il y a toujours une cause au point de départ. Voilà. Ce que je suis en train de dire également, que sur le cas de Villiers-le-Bel, le président de la République, Nicolas Sarkozy, a reçu les familles, et c'était une bonne chose. Et on a pu remarquer que le jour où il les a reçus, le calme est revenu. Donc, ce qui veut dire que les habitants de banlieue attendent de la considération de la part de l'État. Maintenant, au sujet des rapports entre policiers et jeunes, c'est vrai qu'il y a des relations conflictuelles entre policiers et jeunes dans les quartiers dits sensibles. Les policiers se sentent dévalorisés d'une part, donc beaucoup de jeunes policiers arrivent pas très bien formés dans ces quartiers, des quartiers qu'ils ne connaissent pas. De plus, ils ne sont pas bien soutenus par leur hiérarchie. Et d'autre part, il y a des jeunes. Donc il y a la souffrance des policiers contre la souffrance des jeunes. De plus, c'est pas moi qui le dis, ce sont pas les jeunes qui le disent, mais la Commission nationale de la déontologie de la sécurité, qui publie tous les ans des études, a épinglé dans son dernier rapport l'attitude des policiers. Menottage systématique, des fouilles au corps, et surtout Tutoiement, etc. des contrôles aux faciès. Et je pense que les contrôles aux faciès sont très mal vécus par beaucoup de jeunes dans les banlieues, et ils ressentent ça comme une humiliation. Donc il y a là, Bon, à alors, mon avis, source attention. Nadir Djenad, je vais donner la parole à Wallace Cotra. Oui, juste deux mots. D'abord, la première chose, c'est que par rapport à 2005, je trouve que quand même, les structures ont fonctionné pour vite maîtriser le phénomène. C'est-à-dire que les élus locaux, je crois qu'il y a eu un rôle très important des élus locaux, les associations, enfin toutes même la police, d'une certaine manière, il y a eu rapidement un renforcement de la police pour que ça Pour éviter la contagion. la Pour contagion, éviter la pour contagion. maîtriser les choses. Moi, j'ai eu au téléphone, par exemple, le curé de Villiers-le-Bel, qui, avec les imams, ils ont joué un rôle. On n'a pas beaucoup parlé, mais ils ont joué un rôle pour maîtriser. Ça, c'est plutôt une chose. Un premier point. Le deuxième point, c'est que, effectivement, c'est désespérant. C'est désespérant pour tout le monde. Parce que, finalement, la banlieue est une porte d'entrée dans la société, finalement, une porte d'entrée. Or là, c'est une porte de sortie. Et quand on arrive là, on ne peut plus aller nulle part. Terminus. Et que finalement, l'affrontement avec la police, c'est aussi, c'est une manière d'exister aussi par rapport à ces jeux-là. C'est complètement délirant, mais c'est désespérant. Et je trouve que c'est inquiétant pour l'ensemble de la société française. C'est très inquiétant. Et en face, aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine, on verra. Mais il n'y a pas vraiment de discours autour de ça. Parce qu'on ne va pas dire le plan Marshall, on va pas dire. On a déjà Il y a un discours de fermeté, il y a un discours de fermeté, mais on ne semble pas parler des causes Je termine profondes. juste pour dire que il y a aussi une question de citoyenneté. Et je suis d'accord avec ce que disait Eric tout à l'heure en disant finalement que finalement on a l'impression que pour la première fois, et là c'est un changement par rapport aux 10 dernières années, ils ne se sentent plus français. Ils ne se sentent plus français. Et que finalement, ils ont l'impression d'être largués par la communauté nationale. Moi, je suis. Oui. Alors, on a dit Djenad, Moi, je suis on pas fait un trop dernier d'accord. tour Je suis pas rapide, trop d'accord après on va là-dessus parce changer de que sujet. Hein. on parle souvent de la banlieue quand ça va mal. Mais rappelez-vous lors des élections, présidentielles, on a vu un engouement des jeunes des banlieues pour la chose politique. Ils se sont inscrits déjà donc sur les listes électorales en masse. Ils ont voté aussi en masse lors des élections. Donc il y a un réel engouement donc pour des jeunes pour la politique. Donc c'est pas, à mon avis, c'est pas une question de citoyenneté. Des associations
associations se sont créées. Je pense par exemple au collectif Assez le Feu qui a fait un tour de France, qui a recueilli les doléances des habitants des banlieues de province et qui donc à la fin de ce tour de France donc le collectif Assez le Feu est arrivé devant l'Assemblée nationale pour être reçu par les députés et je regrette que peu de députés donc les ont reçus parce qu'il y avait des choses intéressantes dans ce cahier de doléances et notamment toutes les demandes et toutes les revendications de ces jeunes. Alors, Dominique Volton, on vient à terme, je sens que vous voulez la parole, mais je vais vous poser une question en même temps. L'annonce d'un plan banlieue en janvier, qui devrait être présenté par Fadela Amara notamment, alors qu'on sait que les moyens seront faibles. Ça a été dit, même y compris par le porte-parole du gouvernement. Est-ce que ça a une chance de modifier la donne ? Écoutez, moi je crois que, je vais répondre à votre question, il y a une exclusion sociale, culturelle gigantesque. Il ne faut pas en plus dire qu'il y a une exclusion politique en disant qu'ils ne se sentent plus français. C'est lamentable de dire ça, parce que ce que vient de dire notre collègue est absolument vrai. Il y a une mobilisation politique citoyenne qui est extrêmement forte. Mais vous avez, ce que l'on trouve de plus en plus dans nos sociétés, un décalage entre le discours politique et la réalité sociale. Si depuis 2005, il y avait vraiment eu des changements pratiques, dans toutes les banlieues où il y a eu des conflits, ça ne redémarrerait pas comme ça. Autrement dit, il y a deux phénomènes qui se conjuguent. Tant qu'il n'y a pas de changement économique et social vital, les gens sentent toujours qu'ils sont exclus. Et à ce moment-là, on peut leur faire tous les plans politiques, tous les discours leur envoyer, tous les ministres soient blancs, jaunes, verts, toutes les couleurs. Les causes profondes restent. Les causes profondes. Ce sont des garçons et des filles qui sont très intelligents parce qu'ils voient l'ensemble des médias à longueur de journée. Et troisièmement, ils se sentent exclus. Les médias ne rendent pas forcément toujours intelligents. Mais attendez, quand vous avez une information, vous avez une capacité critique, bien sûr que oui. Même peu importe la manière dont l'information est faite, en tout cas, ils sont au courant, ils voient la société à 2 vitesses, voire à 3 ou à 4 vitesses. Donc, il ne faut pas en plus les stigmatiser en disant qu'ils se sentent même plus français, même plus citoyens, c'est pas vrai. Autrement dit, si on veut faire un changement, il faut du changement réel, et ça, c'est vrai que les politiques promettent et ne font pas assez vite, et donc par conséquent, à ce moment-là, les causes rebondissent, et il faut rester là où on en est, c'est-à-dire sur du social et du culturel, et non pas en plus des élections politiquement. Voilà. Dernière chose, Éric Zemmour, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change ? On a un peu envie de poser la question à tous nos interlocuteurs. Mais moi, je sais pas, je suis pas magicien. Je pense en tout cas que vous avez remarqué qu'à Villiers-le-Bel, il n'y a pas de grands ensembles. Il n'y a pas de tours, il n'y a pas tout ce qu'on dit depuis 20 ans, c'est-à-dire que c'est pas un problème urbanistique et immobilier. Il y a, je pense que contrairement à ce que dit Dominique Volton, depuis 20 ans, on a mis des fortunes dans la politique de la ville, pour rien. Parce que j'ai pas parlé de la ville, j'ai parlé de la société. C'est pas pareil. D'abord, le travail, il y a eu du gaspillage, la structure d'éducation. Le gaspillage. Moi, je pense que c'est du gaspillage parce que de toute façon, on ne tient pas les deux bouts. C'est-à-dire, 1, on ne maîtrise pas l'immigration et 2, la mondialisation enlève des emplois industriels. Mais si, c'est une question d'immigration, pas seulement, mais c'est une question d'immigration. Ce sont des Français comme vous et moi, enfin, franchement. Je sais pas, voyager un peu. S'il vous plaît, on va essayer de sortir de ce dilemme qu'on a chaque semaine. Arrêtez les on va essayer d'avancer. Ce sont des Français comme vous et moi. Avec des origines exactement les mêmes que les vôtres. Ce que je dis, c'est qu'une immigration continue ruine tous les efforts d'intégration qu'on fait. Mais c'est pas vrai, Le Pen a dit ça depuis 30 ans et c'est faux. Voilà ce que la preuve, le résultat. Mais c'est pas parce que vous avez S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous rappelle un petit peu. Non, c'est grave, on peut pas dire. Parler. Non, mais chacun parle à son tour. On ne peut pas laisser dire sur un plateau de télévision la parole. que c'est l'immigration qui fait. On ne peut pas laisser dire sur un plateau quelque chose qui est faux comme ça. J'ai dit ça. J'ai dit que c'est parce qu'on. L'immigration continue qui depuis 20 ans explique cela. Non, oui, en partie. On va donner la parole à Wallace Cotra. Je disais simplement que finalement, c'est pas qu'ils se sentent pas français, mais ils se sentent exclus de la société nationale. Ils se sentent exclus parce que finalement les symboles de la République, comme l'école, comme les bâtiments publics, finalement les bibliothèques, etc. Et les pompiers. Attendez, mais s'ils les détruisent, ça veut bien dire qu'ils s'attaquent à ce qui est le plus important pour eux, c'est-à-dire ce dont ils ont été rejetés. S'ils attaquent les symboles de la République, ça veut dire qu'ils disent à la République que naturellement c'est la République qui est en cause. Enfin, quand même. C'est une vision de l'excuse permanente. Mais c'est pas une excuse, c'est une explication. La première des choses à faire dans la vie, c'est d'expliquer. Si je comprends bien. Alors attendez, si je comprends bien pour l'instant, on va laisser Wallace Cotra finir son explication. Je suis pas policier, moi je suis chercheur. Personne n'exclut. Mais ça a été dit à plusieurs reprises, y compris dans ce débat, c'est que peut-être qu'il faut moins investir sur la pierre et puis voir les réseaux, les hommes, les structures pour que finalement on aide, pour qu'on sorte un peu de ces quartiers de l'exclusion. La police de proximité, elle a été supprimée. Mais elle servait à rien. Alors, on parle de proximité. C'est eux qui avaient peur des voyous. C'est la police de proximité qui avait peur des voyous. On laisse Nadir Djenad s'exprimer. S'il vous plaît. Nadir Djenad voulait dire quelque chose. J'ai des opinions autant que les autres qui valent. Éric Zemmour, Dominique Volton, je vous rappelle un petit peu de discipline. Nadir Djenad voudrait prendre la parole. Nadir Djenad voudrait la parole, s'il vous plaît. La police de proximité a permis l'explosion
l'érosion de la sécurité Non, c'est qui a pas vrai. coûté la présidentielle à Jospin. Excusez-moi, La vous police rappelez de ça. proximité, Alors, les policiers reparlons de la dans- police de proximité, mais avec calme. La police de proximité, et plusieurs syndicats de police l'ont affirmé, donc c'est pas moi qui le dis uniquement, les syndicats de police ont dit que ça a été une erreur de supprimer la police de proximité parce qu'elle entretenait justement ce lien social avec les habitants de banlieue. Donc je suis pas d'accord avec vous quand vous dites ce n'est pas le rôle de la police d'avoir Si. des relations sociales. Non. Les policiers sont pas là pour jouer au foot avec des Pas gamins. pour le foot, mais en tout cas pour établir un lien social avec les C'est pas habitants leur de la boulot. banlieue. Mais d'abord, c'est pas ce qu'ils faisaient. Alors, bon, ensuite, c'est- on s'arrête là. On s'arrête là. Je crois que Wallace voulait dire encore un mot. Non, je crois que ça, c'est un peu pour résumer l'ensemble de ce qu'on a dit. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le fait que le plan banlieue qui devrait résoudre, Oui, qui doit être présenté au mois de janvier. présenté par finalement, Fadela Amara. apparemment, il n'y a pas vraiment de dotation financière budgétaire prévue là-dessus, et on ne sait pas finalement que ce plan banlieue porté par Fadela Amara, finalement, c'est maintenant qu'il faudrait, ou un petit peu avant, oui. qu'il aurait fallu Le mettre en place l'expliquer, pour le éviter mettre ce en genre de place, choses. etc. Et là, on arrive un peu toujours trop peu et trop tard. Trop peu et trop tard. On en restera là pour aujourd'hui. On aura, je pense, malheureusement l'occasion d'y revenir. On vous emmène loin. On vous emmène à Annapolis. À Annapolis, où Israël et les représentants d'État palestiniens ont négocié sous la houlette du président américain George Bush. Un accord pour préparer un autre accord. Voilà ce qu'a représenté Annapolis. Est-ce que c'est réaliste, ça, Éric Zemmour, un accord pour préparer un autre accord? Je sais pas, moi j'ai l'impression que tout ça c'est un rideau de fumée, je pense que ça va pas très loin. Je pense, hein, j'ai pas d'avis définitif, c'est une impression, c'est ce que j'essaie de comprendre. J'ai l'impression que de toute façon Bush est en fin de mandat, je vois pas ce qu'il pourrait imposer. Par ailleurs, les Palestiniens sont en pré-guerre civile. Donc je ne vois pas ce que Abbas pourrait engager pour les Palestiniens qui seraient immédiatement dénoncés par le Hamas. Donc sa parole ne vaut rien. Et par ailleurs, les Israéliens ont manifestement comment dire. D'abord, ils n'ont plus d'hommes d'État dignes de ce nom. Manifestement, le temps des nains est arrivé chez eux aussi. Et surtout, ce qu'il me semble, c'est que je pense que les Israéliens maintenant ont une autre stratégie que la paix. C'est-à-dire qu'ils cherchent la sécurité dans l'absence de paix. Et qu'on voit bien, par exemple, comment ils ont réglé le problème des attentats, réglé en grande partie, c'est-à-dire qu'ils n'emploient plus de Palestiniens, ou quasiment plus, dans l'économie israélienne, qu'ils ont fait venir des Roumains, des Africains, et qu'ils règlent comme ça une partie du problème ils mettent à distance les Palestiniens. Je ne juge pas, je ne dis pas que c'est ni bien ni mal, j'essaie de une constatation de comprendre, Moi, comprendre les motivations des uns. Quand même, pour y revenir, Nadir Djenad, est-ce que vous pourriez nous dire un peu quelles sont les mesures concrètes qui vont être discutées dans l'année 2008 après Annapolis? Bah, écoutez, c'est là le problème. Quelles mesures concrètes il y a tout d'abord une feuille de route qui a été élaborée en 2003, qui pourrait servir de base de travail donc pour les deux parties, pour les négociations à venir. Cette feuille de route donc comprend notamment deux mesures essentielles, notamment des engagements palestiniens en matière de sécurité et l'arrêt de la colonisation israélienne. Si ces deux points, à mon avis, sont respectés avec les parties, il pourrait y avoir des discussions sur les problèmes clés que sont le statut de Jérusalem, le sort des réfugiés palestiniens, le sort des colonies juives dont les Palestiniens réclament le démantèlement, les frontières du futur État palestinien. Mais on ne voit pas, cette feuille de route n'a pas été appliquée de 2003 jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas comment elle pourrait l'être. Raison, elle serait beaucoup donc, plus aujourd'hui. En 2008. Par ailleurs, ce qu'on peut dire, on peut regretter aussi l'engagement tardif du président américain George Bush sur la question israélo-palestinienne. Je me demande d'ailleurs si l'objectif de cette conférence, ce n'est pas plus pour revenir dans une région où on voit une espèce d'axe entre l'Iran, la Syrie, le Hamas et le Hezbollah. Donc on a plutôt le sentiment qu'il s'agit vraiment d'une volonté de revenir sur dans cette région et de casser cette alliance qui est en train de se constituer, qui s'est constituée entre Dominique Golton, vous êtes aussi pessimiste que nos deux confrères? Écoutez, non, peut-être parce que je suis plus sensible à l'histoire diplomatique. Dès qu'une réunion comme ça peut avoir lieu, c'est un progrès. Voilà. Parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup.
en 20 ans. Et même si à chaque fois c'est un échec, ce n'est pas grave. Dès lors que vous arrivez à réunir au même endroit et à faire parler ensemble et à les faire travailler ensemble des frères ennemis, c'est un progrès. Et la diplomatie, c'est ce que nous apprend l'histoire de la diplomatie, c'est pas à pas. Et bien sûr, on peut à la fois dénoncer le côté tardif, etc., tout ce qu'on a dit, mais n'empêche que les ennemis cohabitent. Ils savent très bien l'un et l'autre que leur degré de légitimité est faible, parce qu'entre la bande de Gaza et le reste des territoires, c'est tragique. Je ne dis pas que c'est pré-guerre civile, mais enfin c'est tragique. Et Israël est menacé par quelque chose qui est encore plus grave, dont vous avez mentionné, qui a marché en Afrique du Sud pendant 20 ans, et qui est une tragique, qui s'appelle l'apartheid. Donc par conséquent, dans les deux cas, la marge de manœuvre est extrêmement limitée. Mais ce que la politique apprend, et ce que l'histoire apprend, c'est que dès que quelque chose se met en place, il y a une petite dynamique qui peut exister, et que personne ne contrôlera, et qui va peut-être progressivement qu'on avancera. Donc moi je trouve que peu importe les motivations des uns et des autres, l'important c'est que ça a eu lieu, qu'ils sont parlés, qu'ils ont fait une feuille de route, on peut ridiculiser en disant c'était peut-être, très bien, on s'en fiche. Tout ce qui peut permettre demain de se parler plutôt que de se tuer. Alors, bouteille à moitié vide, bouteille à moitié pleine. Nadir Djenad et ensuite toi, l'Escatra. Moi, je dirais que ce sera de la responsabilité du futur président ou de la future présidente des États-Unis, puisque bon, George Bush, vous l'avez dit, termine son mandat, donc il va y avoir une campagne électorale aux États-Unis. Oui, George Bush ne fera qu'expédier les affaires courantes, donc ce sera de la responsabilité du d'avoir la nouveau responsabilité président des ou acteurs présidente sur américaine. place. Oui, mais les États-Unis quand même Mais un jour, ils sont auront un moins acteur d'importance majeur sur pour eux. régler le conflit Oui, mais vous savez, israélo-palestinien. un jour, ils auront moins d'importance sur la zone qu'on le dit depuis 40 ans. Éric Zemmour, Un jour, l'Europe vous interviendra. donnez la parole tout de suite après Non, je dis l'Escatra. rien, je suis d'accord avec Bolton, allez-y. Non, Oh là, marqué d'une pierre blanche. Vous êtes d'accord avec Bolton? Je ne suis pas un spécialiste du dossier, mais pour dire que c'est vrai qu'à première vue comme ça, c'est pas le bon moment et c'est les mauvais acteurs. Puisqu'il y a il y a un indice de popularité qui est ou d'impopularité record pour les trois. Pour les trois. Mais En effet. c'est pour ça que je suis Mais en même temps, paradoxal. je suis d'accord avec toi, avec vous Dominique, je suis d'accord, il faut être optimiste et puis il faut croire, parce que c'est ça la politique aussi. C'est-à-dire finalement, on a eu des acteurs forts à des moments importants, Ça n'a pas marché. à Barcelone, à Camp David, un peu partout, Oslo. à Oslo, ça n'a pas marché. Il faut reprendre le travail et il faut être optimiste. Nadir Djenad, encore un mot? Tout a été dit, Tout a été dit. là-dessus, sauf une ouais. chose peut-être parce que je parlais du futur, de la responsabilité du futur ou de la future présidente des États-Unis. On peut noter l'absence de débat au sein donc des prétendants donc à la candidature aux États-Unis, que ce soit du côté démocrate ou du côté républicain. On observe très peu de réactions sur le conflit israélo-palestinien. Plutôt, on parle de l'Iran bien sûr, on parle de l'Irak, mais très peu du conflit Là aussi, c'est une israélo-palestinien. tragédie de la bouc émissaire. On change. La folie du monde occidental, et notamment des États-Unis, c'est qu'ils n'arrêtent pas de se créer des boucs émissaires. Donc il y a toujours un ennemi. Le monde occidental est parfait et les autres. Pour être le bon Dieu, il faut trouver un diable. Écoutez, c'est ça ne que marche vous dites jamais. Ça ne marche jamais. Ça ne peut pas marcher sur le conflit israélo-arabe. Ça ne peut pas marcher sur l'Iran. Et en faisant cela, l'Occident ne fait que créer de l'anti-occidentalisme. Puisqu'il n'explique jamais ses propres responsabilités, il impute toujours à l'autre le mal. Et Éric Zemmour? Si j'en crois la lecture d'un de mes maîtres à penser, René Girard, c'est l'histoire de l'humanité que Dominique Bolton vient de résumer. On cherche toujours un bouc émissaire pour se coaliser contre lui et le tuer pour refaire l'unité. Mais ça ne marche jamais. Mais ça ne marche jamais, c'est l'histoire de l'humanité, justement. Bah oui, mais enfin, on n'est pas obligé de les répéter pendant 20 siècles, ce qui a. Ah, Ouais, on va essayer de se changer. C'est Bien ça. sûr, bien sûr. Moi, On va sceptique actif. un sceptique actif. C'est un nouveau En plus, ce médicament. n'est même pas facile à. Non, c'est pas un médicament. C'est pas un médicament, non. Ça s'appelle une posture philosophique ou politique, ou Bon. même que des Ouh là millions là. d'hommes. Mais aujourd'hui, je vous trouve tous très philosophiques. Que des hein. millions, mais regardez, la politique démocratique, c'est ça. On sait que l'homme est mauvais, mais on sait qu'il peut être bon. Ah, mais attendez, tout le monde ne pense pas que l'homme est mauvais. si, moi, là, je suis encore d'accord Non, mais pas avec tout le monde. Vous, peut-être. vous êtes L'histoire, d'accord. si aimez-vous les uns les autres, ça marchait, On ça le se saurait. saurait. Ça se saurait. Pareil. Par contre, c'est pas parce que l'homme est mauvais qu'on peut pas faire du bon avec Bon, alors lui. vous avez compris, hein. Tous les hommes sont mauvais. mais on Non, se confie. ils ont du bon. Mais on est tous pareils, on a du bon et du Bon, mauvais. Voilà. allez, plaisanterie mise à part. Dans quelques jours, Nicolas Sarkozy doit partir en Algérie. Et c'est un voyage un peu sous tension parce que le ministre algérien des Moudjahidines, des anciens combattants là-bas, impute l'élection de Nicolas Sarkozy au lobby juif avec des mots très durs, des mots extrêmement difficiles à supporter. Alors, on se pose toujours la question quand un dirigeant algérien fait une telle déclaration, s'il s'agit d'une déclaration isolée ou d'un dérapage contrôlé. Nadir Djenad.
Alors moi je dirais qu'il s'agit d'une déclaration isolée. D'ailleurs Nicolas Sarkozy l'a déclaré lorsqu'il était intervenu sur TF1 il y a 2 jours. Le président Bouteflika l'a appelé personnellement en lui disant que ses propos inadmissibles ne reflétaient en rien la position de l'Algérie. Cependant, il existe un noyau en Algérie de responsables politiques et de responsables en fait d'associations d'anciens combattants hostiles à Nicolas Sarkozy uniquement, je dis bien uniquement en raison de sa politique sur l'immigration, mais surtout sur les questions de la mémoire et de la colonisation. Vous savez que Nicolas Sarkozy refuse toute repentance de la France pour son passé colonial. Donc le président Bouteflika a eu raison de monter au créneau et donc d'éviter ainsi un incident diplomatique inutile. Car cette visite est importante. Elle est importante, il va y avoir donc des accords commerciaux qui seront signés. On parle d'à peu près la signature de 5 milliards d'euros donc de contrats. Sur le plan politique, Nicolas Sarkozy donc parlera de son projet de l'Union de la Méditerranée. L'Algérie est concernée, mais c'est vrai qu'il y a des dossiers qui fâchent. Le Sahara occidental, l'Algérie donc dénonce l'alignement de la position française sur le Maroc. Il y a un problème de territoire qui appartient à l'Algérie. Il y a la question de l'immigration. L'Algérie reproche une politique restrictive en matière de délivrance des visas. Et il y a bien sûr la question de la colonisation. On le sait depuis l'adoption de la loi du 23 février 2005. Les rapports sont tendus entre l'Algérie et la France sur cette question de la colonisation. Mais Nicolas Sarkozy peut faire un geste puisqu'il doit s'exprimer le 5 décembre à Constantine. Et certaines sources évoquent peut-être donc des propos sur la colonisation. Il faudra attendre. On va y revenir. La loi de février 1905, la loi de février 2005, votée en France, Éric Zemmour, ceci explique ce genre de déclaration ou vous y voyez autre chose? Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas non plus du tout aux déclarations diplomatiques de Bouteflika. Je pense que c'est un système. Je pense que le pouvoir du FLN depuis 40 ans qui repose sur la corruption et le pillage des richesses naturelles de l'Algérie, qui ont ruiné, c'est un noyau dirigeant qui a ruiné un pays qui était riche et qui avait des ressources extraordinaires en pétrole et en gaz, qui ont détourné la manne pétrolière au profit de quelques-uns, a besoin, on est encore dans la théorie gérardienne du bouc émissaire, pour unifier une Algérie qui les hait d'avoir agi ainsi, de trouver le vieux bouc émissaire français avec une petite connotation cette fois-ci anti-judaïque pour faire bonne mesure. Mais moi je pense que c'est toujours la même chose, c'est la bonne vieille stratégie de sus aux Français. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, de toute façon, il est l'ennemi qui permet de coaliser un pays et de cette déclaration est à usage interne. Moi, je pense que c'est toujours à usage interne depuis 40 ans. Ça permet de fédérer les Algériens contre le vieil ennemi français. Ça marche de moins en moins, d'ailleurs, je pense. Mais en tout cas, c'est toujours la même méthode utilisée. Si vous avez remarqué, le président Bouteflika ne fait plus quand même de la question de la colonisation quand même un préalable au réchauffement des relations entre la France et l'Algérie. Donc c'est une minorité d'hommes politiques et de responsables d'associations d'anciens combattants qui agitent ce spectre-là. Mon cher Nadir, n'est-ce pas Bouteflika lui-même, qui il y a encore 2 ans, comparait la colonisation, le français aux nazis, comparait les crimes de guerre français Ah oui, non, mais c'était une répartition des rôles. Il existe aussi, j'aimerais rajouter, en Algérie une génération d'hommes politiques qui aimeraient que l'Algérie cesse de demander des excuses à la France et qu'il y ait des relations d'État à État. Ça, je suis d'accord. Donc, Dominique Volton. En politique internationale et même dans l'histoire, la logique du bouc émissaire n'explique rien, parce que par définition, elle consiste à fabriquer un ennemi, et surtout, la paix n'est jamais dans une logique de bouc émissaire. Donc c'est ce qu'il y a de pire, d'une part. D'autre part, c'est pas parce que des gouvernements, démocratiques ou non démocratiques, prennent à partie des pays ou des groupes sociaux et les désignent comme ennemis que les opinions publiques l'acceptent. Autrement dit, l'intelligence populaire, évidemment, elle existe partout, et notamment en Algérie. Et donc, par conséquent, c'est pas parce que les gouvernements disent, français d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas qu'en Algérie qu'on fait des déclarations de politique internationale à destination des opinions publiques internes. Et c'est pas parce que le gouvernement
gouvernements font ça que les opinions publiques suivent. Et troisième En chose, d'autres termes, vous dites que cette déclaration, l'homme de la rue algérien... il en pense des choses beaucoup plus il en pense compliquées. pas moins. Je suis d'accord. Écoutez, quand Alors, vous je suis d'accord avec quand ça. vous voyez l'intelligence politique qu'il y a au Maghreb, mais sur l'ensemble de la Méditerranée, même plus généralement, Absolument. il y a une intelligence. Le jour où on comprendra que l'intelligence des peuples est 10 fois en avance sur l'intelligence des dirigeants, on aura compris qu'on peut sortir de la guerre. Et la chose que je veux dire pour finir, c'est qu'entre la France et l'Algérie, c'est une histoire d'amour et de respect. Et donc, si vous voulez, il faut apurer tous les comptes de la colonisation et de la décolonisation. Faut en parler, faut s'engueuler, ça n'a aucune espèce d'importance. L'important, c'est d'en parler. Parce que de toute façon, l'amour, le lien entre nos deux peuples est tellement fort qu'il sera capable de résister à tous les conflits. Mais il faut en parler, et plus on en parle, plus on arrivera à établir des relations paisibles. Parce que c'est l'islam, c'est l'histoire, et j'ajoute, c'est pas seulement l'Algérie, c'est le Maghreb dans son ensemble. Et d'une certaine manière, comme toujours, c'est celui qui est plus riche et plus développé qui a une responsabilité particulière. Autrement dit, dans ce dialogue difficile avec l'autre façade de la Méditerranée, c'est aux Français de faire un effort de générosité, ça fait 40 ans d'intelligence. qu'on fait Nous ne le faisons pas, Alors, cet effort. voilà ce Nous que ne je voulais dire. le faisons pas. Il y a eu un voyage d'État Voilà. de Chirac. Et alors, le paradoxe sur Sarkozy, c'est qu'il a quand même, c'est pas de l'antisémitisme qu'il y avait, c'est de l'antisionisme, hein, c'est emmêlé, mais quand même. Enfin, dans la déclaration Attendez, du ministre... Juif, c'est pas Israël. Attendez, j'ai compris. Mais il faut savoir aussi que le président Sarkozy, dans sa campagne, a quand même été le candidat politique qui a été le plus loin dans l'amitié et le soutien à Israël. Donc c'était du sionisme, c'est pas de l'antisémitisme, on est d'accord, mais on peut comprendre que les dérapages existent. Et ce que je veux dire pour le président Sarkozy, c'est que celui qui est apparemment le plus loin d'être capable de faire le lien, comme très souvent ça se passe en histoire, peut-être que ce soit lui qui est le plus décalé et celui qui sent le moins cette histoire-là, peut-être que c'est lui qui fera le passage. En tout cas, il faut arriver à le faire. Bon, on n'en Lui est ou pas un là. autre. Bon, une histoire d'amour, disait Dominique Volton. Deux petites choses. Et de respect. D'abord, je pense que même si c'est un peu marginal, il faut le traiter avec responsabilité, parce que ça touche à l'histoire, ça touche à la colonisation. C'est un débat qui est également national. Donc il peut y avoir un écho, y compris dans l'opinion en France, en et dans les banlieues, comme dans l'opinion en qu'on a dit Algérie. tout à l'heure. Donc ça c'est un point, il faut le gérer. Et je suis d'accord avec Dominique Volton. Il faut prendre le temps qu'il faut. C'est un vrai débat. Deuxième chose, plus généralement, je trouve quand même que pendant 30 ans, 40 ans, finalement, il y a une sorte de on disait qu'il y avait une politique arabe de la France. Général de Gaulle, Chirac, etc. Et là, avec l'écho que ça peut faire dans le Maghreb, un peu plus largement, finalement, disparaît ce point d'identité de la politique étrangère française. Le curseur se déplace. Le curseur est en train de... En tout cas, il y a un doute autour de ça. Et je crois qu'effectivement, la position par rapport à Israël, la position par rapport même à l'Iran et aux États-Unis, fait que là, Sarkozy a fait bouger les choses. Un seul point quand même. Éric Zemmour, Je suis ensuite Nadir Djenad. d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que Sarkozy a une politique de plus en plus occidentaliste et de moins en Américaine, moins c'est pas pareil. L'Occident n'est pas identifié aux États-Unis. Hein. Alors, dans le Non, monde. Si. bien sûr que non. C'est tout l'enjeu de la construction de on va y l'Europe. revenir. L'Europe- On va y revenir. On va Le monde laisser n'est pas- Éric Zemmour. attendez, le Je monde voulais pas- occidental n'est pas synonyme des États-Unis. Mais Je m'excuse. je suis d'accord, C'est moi, fondamental à mais pas distinguer. pour les autres. Mais bref. Mais vous en savez rien. Attendez, si pas je- juger j'essaie de comprendre. C'était pas le sens de mon propos. On peut Je pas voulais juger dire pour simplement 6 milliards que la d'activités politique par an. arabe de la France, de Gaulle à Chirac en passant par Pompidou, n'empêchait pas déjà des déclarations férocement et anti-françaises. Déjà. Mais je suis d'accord quand même, mais je voulais simplement nuancer. Mais il y a aussi les responsabilités historiques Alors, des Français. déclarations anti-françaises qui sont Il y a quand même des récurrentes. responsabilités historiques. Évidemment, on a Dominique colonisé Volton, l'Algérie. on essaie de comprendre, Dominique Volton. C'est comme quand dans les Parce que banlieues c'est un ça débat. explose, il y a des causes. Hein. Dominique Volton, c'est un débat, comme le disait Wallace Catra, qui est trop important et qui a trop de répercussions pour qu'on le traite simplement par des traits comme ça. Alors, Éric Zemmour, vous dites qu'en fait, il n'y a rien de changé. Non, j'ai pas dit ça. C'est ça. Bah, Non, c'est non. ce que je comprends de ce que Non, vous mais dites, en vous tout avez cas. mal compris ou je me suis mal exprimé. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas imputer uniquement à la politique de Sarkozy les déclarations anti-françaises et anti-juives de ce ministre et l'ambiance en général, parce que, même si c'est un fait, parce que même la politique arabe de la France, en son temps glorieux, du général de Gaulle, de Pompidou, de Giscard et de Chirac, n'empêchait pas ces bouffées régulières anti-françaises. C'est pour ça que moi je m'en tiens à l'analyse que je vous ai donnée tout à l'heure. D'accord. Alors, Nadir Djenad,
Oui, alors moi je me souviens de la visite d'État de Jacques Chirac en Algérie, puisque j'étais sur place et il n'y avait pas eu de déclaration anti-française. C'est vrai que le peuple était très content. Voilà, c'était un événement incroyable. L'amour des visas. Ouais, voilà. Alors, Mais attendez, arrêtez. s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Réduire un peuple à Attendez. une demande de Attendez. visa. Mais comment pouvez-vous Mais dire des c'est le phrases peuple pareilles? lui-même qui Alors, vous criait savez des tout. visas à Chirac. Mais vous Bah, savez C'était tout. comme est-ce tous qu'on les pourrait jours laisser dans Nadir toutes les Djenad, télévisions. Éric Zemmour, Vous savez est-ce qu'on pourrait laisser je Nadir l'ai dit, moi. Djenad finir ce qu'il a dit, qui en plus lui était sur place? Voilà, donc va confirmer. comme j'étais sur place, effectivement, il parlait de visa, mais il n'y avait pas que ça aussi. Il n'y avait pas que ça, Éric réduire Zemmour. la France. Donc les relations entre la algérienne, Pas les réduit à visas. ça. Les relations entre la France et l'Algérie donc étaient plutôt bonnes. Hein, donc cette visite jusqu'à cette loi, il faut le dire, cette loi inutile du 23 février 2010. Donc là, il y a un Qui a désaccord qui se envenimé le dessine débat. entre nous. Il y a plus vous, qu'un hein. désaccord. Allez. Chirac voulait un traité d'amitié qui... Mais à cause de cette loi, Entre la France et c'est pas l'Algérie. de cette loi, c'est pas Bah, comme s'il ça. vous plaît, on La procède preuve, pas elle a par fait- affirmation, on procède pas par affirmation. Visiblement, là, on voit où est le nœud du problème. Pour certains, vous pensez que la loi de février 2005 a, au minimum, rendu plus difficile les rapports entre l'Algérie et la France. Pour d'autres, vous pensez que c'est plus ancien. Oui. Voilà. Dominique Volton et ensuite Wallace Cotra. Deux choses. Un, c'est évident que dans les relations difficiles, dans la mesure où il faut des années, des décennies pour apurer les comptes historiques. Et en fait, le débat sur la décolonisation n'a à peine que 20 ans. Donc, par conséquent, ça n'a rien d'étonnant à ce qu'il y ait des hauts et des bas. Mais c'est évident que sur la politique d'immigration, qui est un des grands conflits politiques à venir dans le monde, puisque tous les pays riches se ferment partout, dans une politique d'exclusion. Et comme les pays moins riches savent très bien qu'une bonne partie de la richesse des pays riches vient du travail des hommes qui sont chez eux, on comprend la réaction violente, même s'il faut de la régulation dans l'immigration. Et c'est particulièrement sensible pour l'Algérie, où c'était pas seulement le problème de visa, c'était aussi un problème de reconnaissance. Et c'est le même problème d'ailleurs pour la Tunisie et pour le Maghreb. En général, le Maghreb ne comprend pas cette politique de fermeture, qui est une politique de fermeture sur l'ensemble de l'Europe, et qui ne fait que accentuer une logique d'apartheid. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est que sur le traité d'amitié qu'on attend entre la France et l'Algérie, qui j'espère sera signé le plus tôt possible, se joue un enjeu politique qui dépasse la France, c'est que l'Algérie est avec la République du Congo le principal territoire francophone hors de France. Et si vous voulez, pour des raisons fondamentales qui ne sont pas réglées de compte historique, la francophonie mondiale, là je suis quand même dans un raisonnement, ne peut pas intégrer pour l'instant l'Algérie. Et moi je souhaite vivement qu'il y ait évidemment un traité d'amitié entre la France et l'Algérie, évidemment que l'Algérie rentre dans la francophonie, et qu'on s'aperçoive que le XXIe siècle sera capable, dans la francophonie ailleurs, de traiter les questions d'immigration. La question de l'immigration, si vous voulez, si on ne respecte pas tous les hommes, riches ou pauvres, dans leur capacité à circuler, à ce moment-là, les valeurs de la francophonie et les valeurs des démocraties et les valeurs de l'Europe seront trahies et nous aurons de plus en plus de Alors, violence. moi, Éric Zemmour veut dire un mot et ensuite Wallace Cotra. Parce que j'ai écouté très attentivement ce que dit Volton. Il a dit les pays européens se ferment, donc ça veut dire qu'en France, Tous les pays riches. d'accord, 200 000 immigrés légaux supplémentaires par an, plus entre 400 000 et 800 000 immigrés clandestins, c'est se fermer. Mais le Première chiffre- chose. Mais le chiffre, Deuxièmement, 100 000, je ne sais pas d'où vous le sortez, il sort de nulle part. Mais bon, on en Il sort de reparlera. nulle- il sort de nulle part. Bah, évidemment, Je l'ai c'est jamais très entendu. difficile. Mais je suis J'ai désolé. jamais En tout cas, le chiffre de 200 000, lui, par contre. C'est normal. 200 000 légaux C'est par normal. an, Dans donc tous c'est les se pays. fermer. Mais ça fait S'il vous trop plaît. Ça longtemps. s'appelle se fermer. Bah, Et ça fait 30 ans que c'est deuxièmement, j'ai entendu bien Dominique Volton qui dit que respecter les êtres humains, c'est respecter leur droit de se déplacer partout où ils veulent. Donc ça veut dire que respecter les hommes, ça veut dire ne pas respecter les nations, les États, les frontières, et qu'il doit, chacun est citoyen du monde, ce que je peux comprendre, c'est une idéologie que je comprends, que je dis. et qu'il s'installe n'importe où. Non, pas du C'est tout. ça que ça veut dire. Si, le droit C'est à ça que ça veut circuler est dire. un droit universel, qu'il y a des politiques évidemment qu'on contrôle, On va mais le droit de demander- circuler. Attendez, depuis le début de l'humanité, les hommes circulent. On leur interdit de circuler, ils circulent quand même. L'immigration, ça fait partie de l'humanité. Évidemment. Et donc par conséquent, pour des démocraties, voyez- qu'on mette des lois, c'est normal, mais qu'on fasse des apartheid comme les pays riches sont en train de le faire dans le reste du monde, apartheid. nous allons le payer très cher, vous Attendez, verrez. Dominique Volton, Pas de je l'apartheid. tiens à vous faire observer que nous partons au point de départ d'une déclaration d'un ministre algérien des anciens combattants et que nous revenons sur la politique d'immigration. Mais Il y a c'est peut-être un normal, lien parce que quelque non, part. c'est- bah oui, Parce il y a que un c'est lien. un lien. Mais Wallace mais Cotra. évidemment que c'est un lien. Wallace Cotra. Juste observer qu'il y a aussi des enjeux économiques, que l'Algérie est un grand pays producteur Riche. de pétrole et de gaz, et que je pense que c'est pas tout à fait absent dans les préoccupations en bilatérales. La première chose. La deuxième chose, c'est que j'observe quand même que quand il se déplace au Maroc, il parle de l'Union méditerranéenne. Et là,
on parle un peu moins de l'Union méditerranéenne en Algérie, et en fait, c'est une sorte de relation bilatérale où on parle de colonisation, de problèmes économiques, de contrats, etc., quoi. Donc finalement, je me demande si finalement, chemin faisant, l'Union méditerranéenne n'est pas en train de reculer, quoi. Non, ça c'est sûr, mais c'est surtout que, contrairement à ce que disait Bolton, il n'y a pas de relation entre la France et le Maghreb. Il y a la relation entre la France et l'Algérie qui n'a rien à voir avec les relations entre la France et la Tunisie, la France et le Maroc. Et ce sont trois relations extrêmement fortes, historiquement, politiquement, c'est pas la même chose. Et je dois dire que le Maghreb a apporté humainement, culturellement, économiquement, ces trois pays à la France, des facteurs de richesse considérables que nous devrions bien reconnaître un jour. C'est vrai, c'est la même chose pour l'ensemble. C'est la même chose pour l'Afrique, bien sûr. C'est la même chose pour l'Afrique, c'est la même chose pour l'Asie. Bon, on va s'arrêter là. On y aura peut-être l'occasion d'y revenir après le voyage en Algérie de Nicolas Sarkozy. Ça nous donnera l'occasion de reparler de ce qui s'y est passé. Je voudrais qu'on traite ce qu'on avait essayé de traiter la semaine dernière, mais que le temps ne nous a pas permis de faire. Il nous manquait un peu de temps. Le rapport Averroès. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, le club Averroès est un club qui réunit des personnalités médiatiques, citoyennes, de tous horizons, et qui se fixe pour but, excusez-moi, de mesurer la diversité sur nos écrans de télévision, sur les radios, dans les médias en général. Alors, en 2006, l'année a été assez positive. C'est l'année où Harry Roselmack est apparu sur une chaîne de télévision. Donc, le rapport Averroès trouvait les choses assez positives. Cette année 2007 semble marquer le pas. C'est un peu, en gros, le bilan que tire ce club de la diversité dans les médias. Cette pause, c'est à cause de l'élection présidentielle, des mentalités des dirigeants de télévision et de radio qui n'avancent pas assez vite, ou d'une troisième raison, Nadir, Génad? Alors moi je dirais, je vois essentiellement deux choses. Les patrons de chaînes sont réticents à mettre à l'écran des personnes issues de la diversité ou de l'immigration, on choisira le terme que l'on veut, parce qu'il y a un problème, à mon avis, de représentation donc des personnes issues de l'immigration, de la diversité à l'écran, que ce soit dans le cinéma, à la télé, dans la publicité. Il s'agit, pour reprendre un terme de l'écrivain marocain Tahar Benjeloun, d'images froissées. C'est-à-dire qu'on représente souvent les enfants issus de l'immigration ou les immigrés eux-mêmes comme des délinquants, des terroristes, des immigrés analphabètes, des épiciers. Donc j'ai le sentiment que les patrons de chaîne, donc par peur justement de réaction du public, donc hésitent à nommer donc à mettre sur le devant donc des médias des personnes issues de la diversité. C'est important. Donc à mon avis, vous penchez plutôt pour une réticence de mentalité et pas à cause de l'élection présidentielle ou d'autres raisons. Voilà, moi je parle des représentations. Pourquoi? Parce qu'il faut remonter quand même loin dans le temps. Donc dès les débuts du cinéma, il y avait déjà des représentations négatives des Maghrébins et des Africains. Moi je me souviens par exemple, enfin j'étais pas né, mais je sais qu'en 1897 par exemple, un des pères du cinéma. Pas né, non, en 1897, Georges Méliès. Georges Méliès. Non, je vais expliquer pourquoi. Georges Méliès tourne un film qui s'est intitulé Le Musulman rigolo. Donc un film dont on comprend très bien donc de quoi ça parle. Donc c'est pour ça que j'insiste sur l'importance des représentations qui sont ancrées justement dans l'imaginaire et qui on a du mal donc à faire évoluer. Et d'autre part, il y a aussi, il faut le dire aussi, la question de la formation. C'est vrai que peu de jeunes issus de la diversité donc ont accès aux écoles, rentrent dans les écoles, donc les écoles coûtent trop cher. Il y a une très forte sélection, donc on peut qu'encourager ici, donc à ces jeunes à rentrer dans ces écoles, à passer les concours. On va donner la parole à Éric Zemmour. Dominique voulait intervenir. Allez-y. Alors, Dominique Volton d'abord. Ma foi, assaut de politesse et d'amabilité. Ça doit cacher quelque chose. Je crois que Dominique Volton. C'est tout à fait sérieux ce que fait Averroès et d'autres, c'est-à-dire de faire un examen critique de la manière dont la société française accepte sa dimension multiculturelle et se la représente. Moi, je pense que c'est un exercice absolument nécessaire. Par contre, je ne pense pas que le jugement puisse se faire d'une année sur l'autre comme ça, parce que sur des décisions, par exemple, de production de fiction, les calendriers sont sur 3-4 ans, les nominations aussi, mais une présence forte, critique et bonne. 2, il faut éviter de sortir et d'aboutir au politiquement correct, une logique complètement représentative et communautariste de la société, ça c'est sûr. Et 3, je suis tout à fait d'accord, le vrai enjeu c'est le travail sur les représentations et les stéréotypes, parce qu'une représentation se rigidifie ou se froisse en un stéréotype. Donc là on tombe sur la question centrale qui est le rôle de l'école. Et comme l'ascenseur social de la France marche beaucoup moins bien depuis 20 ou 30 ans, tous ces garçons et ces filles issus d'immigration n'ont pas des postes suffisamment importants pour intégrer ce qui s'est fait par des tas de vagues d'immigration précédentes,
pour intégrer, c'est qui est la richesse de toute immigration, c'est-à-dire le patrimoine des pays qui viennent, de les pays d'issue, et ceux qui arrivent. Et du coup, là, on a un décalage. Donc, c'est pour ça qu'il faut une veille critique, mais il faut aussi espérer que le plus vite possible, les garçons et les filles, ils régleront toutes les postes de responsabilité de notre pays pour inventer, si je puis dire, notamment dans les médias, en radio, en télévision, en nouvelles technologies, autre chose. Et là, il faut accepter la pub, il faut accepter Internet, il faut accepter tous les supports, voilà, toutes les joies à faire. il faudrait, si vous voulez, avoir une attention plus forte à toutes les formes d'humour, parce que je pense que c'est par l'humour aussi qu'on peut faire c'est un vecteur qui permet de faire dégeler les relations. Mais c'est très, voilà, le mot dégeler est très important. Il faut dégeler les stéréotypes. Il faut accepter que l'intelligence des hommes qu'on la vit extrêmement dure. Éric Zemmour, les stéréotypes, on la vie dure. Le racisme est une donnée universelle. L'exclusion de l'autre, c'est une donnée universelle. Ça s'appelle le racisme. Éric Zemmour. Écoutez, moi je vais vous dire, le travail d'Averroès m'intéresse pas beaucoup. Je pense que c'est Oui, je pense que c'est un. Mais je l'ai dit à Roselmack, de toute façon. Je pense que c'est un lobby d'ailleurs, pour certaines personnes, ça leur permet d'être propulsés plus vite, tant mieux pour eux. J'y vois plutôt comme un club, vous voyez, comme un réseau pour faire avancer certaines candidatures. Et je répète, tant mieux pour eux. Maintenant, je pense que ça ne sert à rien. Je veux dire que par là que les écrans doivent rester cabisés. Non, pas du tout. Je m'en moque en fait. Moi qui ai un noir, un jaune, un blanc devant la télé, ni jaune, ni vert, ni noir. Je m'en moque complètement. Je pense que ça. Non, ce que je veux dire, c'est que je ne pense qu'on est blanc en général. Ça va bien. Non, pas du tout. Bah, alors, je pense que ça ne changera rien justement. C'est ça que j'allais dire. C'est qu'en Angleterre, les écrans sont pleins de gens. Sont multicolores. Exactement. Mais le système politique d'intégration n'est pas le même que il y a toujours pas. Attendez, Dominique Bolton, laissons-le finir. Laissons Éric Zemmour terminer son raisonnement. Il ne faut pas stigmatiser. Allez, il nous reste 4 minutes d'émission. J'aimerais bien que Éric Zemmour puisse terminer. Justement, et je dis qu'en Angleterre, où les écrans sont multicolores depuis des années, ça n'empêche pas les crises, ça n'empêche pas la ghettoisation, ça n'empêche pas, et où l'intégration économique est bien plus grande qu'en France. En tout cas pour les Pakistanais et pour les Hindous. Ça n'empêche pas du terrorisme, ça n'empêche pas ce sondage extraordinaire, bien plus grave qu'en France, où je vous rappelle qu'on a demandé aux populations musulmanes s'ils pensaient qu'il fallait appliquer la charia dans les endroits. C'est un sondage qui date déjà depuis plusieurs mois. Hein. Absolument. Ouais, largement. C'est un sondage sur lequel on revient. C'est marrant. S'il vous plaît. C'est marrant. Dominique, on laisse Éric Zemmour terminer. On a le droit de s'aveugler. Éric Zemmour, on laisse Éric Zemmour terminer. Et ensuite, c'est beaucoup plus grave. Je vais poser une question ensuite. Il y a 70%, je crois, des musulmans anglais qui exigeaient l'application de la charia, alors qu'il n'y avait que 40% en France. Vous voyez, c'est ça. Comme quoi le système français marche beaucoup moins mal que le système anglais. Donc je pense que tout ça ne sert à rien. Je pense que nous ne sommes pas... vous êtes à François aussi, hein, Éric Zemmour. Mais oui, mais alors justement... Ça sert à quelque chose, ça peut-être. Mais ça n'a rien à voir. Non. Ça, c'est une chaîne pour des populations. Ça n'a rien à voir ici. De toute façon, mais même, je vous dis, ça m'apporte peu. Ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas. Ouais. Alors, je finis là-dessus. Nous ne sommes pas, contrairement à ce que dit Bolton toutes les semaines, une société multiculturelle. Nous sommes une société avec des gens venus de partout. Ça n'a rien à voir. Nous sommes une société qui, culturellement, est de culture blanche, catholique, chrétienne et gréco-romaine. Ça, c'est la culture, Bolton. Maintenant qu'il y ait des gens de races différentes, oui, de jaune, blanc, noir, etc., ça, je suis d'accord. Qu'il y ait des minorités avec des cultures différentes, je suis d'accord. Mais la culture dominante, ce n'est pas du multiculturalisme. J'y tiens au mot parce que je ne suis pas d'accord avec ça. L'histoire de France, elle a 1500 ans, elle n'a pas 20 ans, Bolton. On a bien entendu la posture philosophique, encore une fois, d'Éric Zemmour. Moi, j'aimerais entendre Wallace Cottrat, je qui est là et qui est directeur de François. Oui. Parce que peut-être qu'on n'a pas abordé un problème, mais Wallace Cottrat va en parler. Oui. Il y a ceux qu'on voit, il y a ceux qu'on ne voit pas. Forcément. Voilà, je pense que la question des représentations, justement parce qu'on est dans un univers du visible, c'est-à-dire un univers médiatique, il ne faut pas qu'il y ait de distorsion, trop de distorsion entre les principes que l'on met en avant et ce que l'on voit à l'antenne. On ne peut pas dire, voilà, nous sommes tous égaux, l'égalité, etc. Et on ne voit que des blancs, ou on ne voit que des noirs, ou on ne voit, voilà. Donc ça, c'est une vraie question. L'exemple qu'on essaie de faire ici, et je crois que c'est ça qui est important, François, c'est justement de dire ces gens qui viennent d'horizons différents, du Pacifique, de l'océan Atlantique, finalement, ils sont ensemble, il y a une sorte de diversité culturelle, pas seulement ethnique, mais culturelle, et d'histoire, etc. Et
et on essaie d'avoir ce regard un peu particulier sur la société française. C'est pour ça qu'on est là, on débat, des espaces de débat, etc., où on montre des gens différents. C'est-à-dire, vous voyez le journal de Saint-Pierre-Miquelon, de Polynésie française, de Mayotte, etc. Et tout ça, on dit, mais finalement, ça fait partie de la réalité française, mais que l'on voit pas assez. Et on se dit finalement, qu'on ne voyait même pas du tout il y a si peu de temps. Et c'est pas seulement un problème ethnique, c'est un problème aussi de culture, d'habitude, de référence, de vision du monde, vision du monde. Voilà. Et je crois que c'est des regards différents sur le monde. Je prends un seul exemple, puisqu'on a, ce sont des exemples thématiques en fait, sur la question sur l'islam. Quand on aborde la question sur l'islam, quand on le voit d'ici de Paris. C'est une religion marginale, faite par les étrangers, etc. C'est comme la deuxième religion de France. Oui, mais le regard... Si on est à Mayotte ou à La Réunion... Voilà, c'est différent. Le regard est différent. On a un regard différent. Le regard de Mayotte, le regard de La Réunion et notre regard ici, c'est aussi des regards français. Et que il faut que ça existe. Alors Dominique Bolton veut dire un mot. Oui, Ensuite, j'ai une dernière question à vous poser. Moi, sur le rôle... Il nous reste très peu de temps, donc on va aller vite. D'accord, je vais très vite. Mais sur le rôle essentiel de RFO, ça fait des années que je dis que RFO fait naturellement partie de l'identité culturelle française. Et si on avait vu beaucoup plus tôt des images de RFO régulièrement, je pense que les Français auraient bien plus compris que leur identité était aujourd'hui plurielle et évidemment multiculturelle. Et que quand vous vivez à La Réunion ou vous vivez en Polynésie, vous n'avez pas la même vision du monde. Et que le fait que tout ça appartienne à l'identité française, c'est fondamental. Sur Mayotte, un seul mot sur Mayotte. C'est une terre musulmane. Et si vous voulez, la République française, elle est directement liée à l'islam par Mayotte. Et c'est une richesse extraordinaire dont nous ne tenons pas suffisamment compte. Et on pourrait généraliser les raisonnements sur l'océan Indien, sur l'océan Pacifique. Deuxième chose que je veux dire rapidement, si dans les médias, dans les grandes démocraties, ça c'est une théorie simple en théorie de la communication, si les groupes sociaux, culturels, politiques, religieux, ne se retrouvent pas plus ou moins représentés, visibles, alors vous produisez de l'exclusion. Ça ne se voit pas. Et après, vous faites de la révolte. Donc, par le simple fait d'une société démocratique, nous avons intérêt. Et le rôle de RFO là-dessus est fondamental. Oui. Alors. De François, pardon. De François et de RFO, les deux. Voilà. Voilà ce qu'Altra veut encore dire un mot avant de conclure. Très rapidement, je crois que par rapport à l'histoire, par exemple, je crois que c'est et la question de la visibilité de populations venant d'horizons différents. En politique, c'est important de rappeler que il y a eu le débat sur la présence d'élus issus de l'immigration, etc., à l'Assemblée représentant les circonscriptions françaises, finalement. Et c'est important qu'ici, par exemple, on ait diffusé un documentaire sur Gaston Monnerville, qui était président du Sénat, originaire de Guyane, sénateur du Lot. Et ça veut dire que dans l'histoire du pays, ça veut dire que dans l'histoire du pays, il y a ces références-là, et qu'il faut également le mettre. Monnerville était exactement ce que je décrivais tout à l'heure. Voilà. On en terminera sur cette note-là, s'il vous plaît. Ce qu'on prend dans sa S'il vous période plaît, historique Dominique qui n'est pas la Bolton. même. On aura l'occasion au moment de l'anniversaire On peut pas de tirer la reparler de première Gaston Monnerville. On va en rester là aujourd'hui. Merci de nous aider à exprimer la diversité sur François. Allumez le bouton, trouvez la bonne chaîne et retrouvez-nous la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. Au revoir.